Alors, je vous propose d'interrompre cette conversation passionnante, mais d'en garder encore un petit peu parce qu'il y a encore le cocktail. Il y aura une dernière chance d'échanger, de faire connaissance et de parler d'entrepreneuriat. Voilà. Prenez place. Vous savez que parfois, la vie vous fait des clins d'œil. Et comme nous sommes de grands partisans de l'effectuation, quand la vie nous fait un clin d'œil, chez Melsion, on a tendance à sauter sur la balle. Ça, c'est un truc de rugbyman, vous savez. Donc moi, j'ai grandi en courant après des ballons ovales. Et la caractéristique des ballons ovales, vous la connaissez, c'est que ça rebondit bizarrement. Donc c'est un peu imprévisible. Donc là, il y a un pack de gros gars qui essayent d'attraper le ballon. Et il y a un pack de petits gars, vous voyez, qui courent très très vite. Donc en fait, pour survivre au rugby, il n'y a que deux solutions. Être grand et fort, ou être petit et rapide. Parce que petit par rapide, ça ne marche pas. Le clin d'œil de ce soir, c'est qu'en août 2020, Nicolas est venu nous présenter son livre. Nicolas Duep, dont le nom et la photo vont apparaître sur l'écran sous vos yeux médusés. Voilà. Nicolas est venu nous parler de son livre. Et puis, il s'est passé quelque chose dans sa vie. Voilà. Comme ça. Attends. Titre du livre, votre énergie est inépuisable. Vous vous souvenez? En vente dans toutes les bonnes librairies. Et la conférence est sur la chaîne YouTube de Melsion, à laquelle vous êtes tous abonnés maintenant depuis que Jean-Christophe vous en a parlé ce matin. Et là, aujourd'hui, je sais qu'il y a potentiellement un deuxième livre qui pourrait être écrit. Et je le laisse vous raconter son histoire. Nicolas Duep. Voilà, comme ça. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Nicolas Duep, j'ai 47 ans, je suis marié, j'ai 4 enfants qui ont entre 12 et 21 ans, 3 garçons et une fille. Je suis un GT, vous allez comprendre, un gros cycliste passionné, les courses, etc. Et puis un chef d'entreprise avec plusieurs boîtes dans la tech, dont la dernière qui s'appelle Alchimie et introduite sur Euronext, c'est en bourse en novembre 2020. Alors en fait, mais on n'est pas venu parler de ça. Il y a 3 ans, effectivement, j'étais venu parler d'énergie parce que quand on est des entrepreneurs, on est des stations-service d'énergie, on donne de l'énergie à tout le monde et donc en fait, on fait tout le temps des stratégies, on fait tout le temps des business plans, mais on se pose assez peu la question de comment on a de l'énergie pour pouvoir faire en réalité tout ça. Et donc, le livre parle de votre pile et comment vous dépensez votre pile et vous rechargez votre pile et comment vous, en tant qu'entrepreneur, vous avez toujours l'énergie. Et puis en fait, en 3 ans, là j'ai un peu vieilli très rapidement en 3 ans avec ce que je vais vous raconter. En fait, l'énergie, c'est une histoire de 20, 30, 40 ans et après 40, 50, 60, en fait le mot ça devient plutôt la santé. Et à aucun moment, puisque vous êtes des entrepreneurs et chefs d'entreprise, on parle du capital santé. Et en fait, c'est une évidence, mais oui, c'est tellement une évidence que quand il n'y a plus de santé, il n'y a plus de projet. Quand vous n'êtes plus là, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et en fait, votre santé, vous n'avez jamais appris à la gérer. À l'école, vous avez appris à bosser tard, travailler le week-end, tu te reposeras plus tard. En fait, vous avez appris à faire que votre santé soit une variable d'ajustement. Tu compenseras avec ta santé la performance de ton projet. Sauf que non, c'est pas une variable d'ajustement, c'est la pierre angulaire. Mais votre santé, en vieillissant, vous avez un peu mal au dos et tout, vous essayez d'y faire un peu plus attention, mais en réalité, vous en avez quand même un peu rien à faire. Il n'y en a qu'un qui fait hyper attention à votre santé. Hyper attention. C'est votre assureur. Moi, quand j'ai fait mon LBO et que j'ai emprunté quelques millions, mon assureur m'a dit « nothing personal, mais on va quand même faire un check complet, on va tout regarder. » Parce que y a des stats et ça serait quand même bien que vous rentriez dans les stats et ça va bien se passer. Et c'est vrai, il avait raison, parce que c'est juste des stats, mais quand vous êtes en bonne santé, vous avez un projet et vous ne connaissez pas de champion olympique qui est en mauvaise santé. Donc il faut être en bonne santé. Et donc tout à l'heure, on disait que vous êtes des sportifs de haut niveau. Oui, quand même, on est tous un peu des sportifs de haut niveau en faisant des trucs
Parce qu'entrepreneur, ça peut être un peu taré parfois, mais en réalité, pour aller plus loin, il faut être en bonne santé. Alors l'histoire que je vous raconte, elle se passe le dimanche 9 mai 2021. Je suis sur mon vélo en vallée de Chevreuse, vous voyez, à l'ouest de Paris, dans la côte, pour ceux qui connaissent, qui relie Gif-sur-Yvette au plateau de Saclay. C'est une côte avec un angle, il y en a qui voient très bien, il y a un angle à 90, et un peu plus loin, il est 11h et mon cœur s'arrête. Brutalement, je suis sur mon vélo. Pour répondre tout de suite à la question, mon cœur est à 132, j'ai tous les capteurs. Et le miracle, c'est qu'en fait, derrière moi, il y a 3 vélos qui vont voir que j'ai un problème et qui sont même pas ensemble et qui vont venir à ma hauteur et me porter secours. Et c'est un médecin et 2 gendarmes. Donc, protéger, alerter, secourir, ils maîtrisent. Ils vont se répartir la circulation, etc. Le médecin va se mettre à la pompe et ils vont commencer à masser. Et ils vont masser jusqu'à l'arrivée du SAMU qui va faire des injections, etc. Et donc, je vais être mort pendant 53 minutes et pas avoir de cœur pendant 53 minutes. Avec un truc de dingue. Pour ceux qui font les gestes de premier secours, j'espère que tout le monde les fait. En France, on les fait assez peu. Vous faites les gestes de premier secours, au bout de 3 minutes, vous transpirez un peu et vous avez quand même un peu mal au bras et vous voulez vite passer la main. Et donc, mon admiration pour le médecin, qui est, enfin pour moi, c'est un peu mon dieu aujourd'hui, Alexandre, en lui posant la question, mais au bout de 25 minutes, il me dit non, j'ai attaqué comme dans une course. C'était un Ironman aussi, donc il a attaqué le truc. Puis relayé par les pompiers. Puis je vais aller assez vite parce que Patrick a été dégueulasse, il m'a donné qu'une demi-heure pour une histoire qui tient en 1 heure. Et donc derrière, je vais être évacué l'hôpital de Corbeil-Essonnes, Paris Sud, opéré du cœur, miracle aussi, chirurgien disponible tout de suite, et puis plongé dans le coma. Avec un élément important, on va y revenir, quand vous êtes dans le coma, on baisse la température à 32 degrés. On endort tous vos organes et il n'y a plus que 2 organes qui travaillent, c'est le cœur et le cerveau. Important, on va revenir sur la symbolique après. Et puis à ce moment-là, ils appellent ma femme. Je vous laisse imaginer ce qui se passe parce que bon, au début, accident de vélo, encore une clavicule, un truc, enfin une chute. Tous ceux qui font du vélo ont l'habitude de ce genre de conneries. Mais là, le SAMU appelle et en disant non, madame, c'est pas une clavicule, c'est un arrêt cardiaque. C'est un arrêt cardiaque très très long. Et a priori, les arrêts cardiaques très longs comme ça n'existe pas. Juste pour vous donner quelques stats pour mettre dans l'ensemble, pour vous sensibiliser aussi au sujet. C'est un peu pour ça que je témoigne. Les arrêts cardiaques en France, c'est 60 000 par an. Il y a 3% des gens qui en survivent parce qu'ils ont eu des arrêts cardiaques très rapides. Oui, ils ont été pris en charge tout de suite. Et très peu s'en sortent sans séquelles. Donc, le miracle là-dessus. 3% au passage, et je fais une parenthèse, à comparer à 20% dans les pays du Nord. Donc, les 17% qui meurent tous les ans, c'est juste qu'on ne sait pas faire les massages cardiaques, on n'a pas les matériels, mais on est prêt à enfermer la population pour 80 000 morts du Covid. Mais ils disparaissent tous les ans sur ce genre de choses, alors qu'on n'en fait rien. Je fermais la parenthèse. Et donc, je reviens dans mon histoire, et je suis dans le coma et là ils disent à ma femme c'est fini quoi. Enfin, on n'a pas, a priori au mieux ce sera un légume et puis on va rester assez longtemps comme ça et puis à un moment donné il voit que mon cœur, qui est un cœur de sportif, réagit bien, donc il dit on va tenter de le réveiller. Donc là ils lui disent il y a 3 options. La première, c'est on n'y arrive pas. La deuxième, c'est il aura plus ses facultés. Puis la troisième, c'est si vous avez de la chance, il y aura des séquelles quand même très importantes sur une palette que je vous laisse imaginer. Alors ils n'y arrivent pas le mercredi, ils n'y arrivent pas le jeudi. Et le vendredi matin, à 4h du matin, en fait, je vais m'extuber. Je vais sortir tout seul du coma, parce qu'il y a un petit peu une faute médicale, et je vais tout arracher, parce qu'en fait, j'ai aucun souvenir, mais ce que je vous raconte, c'est ce qui se passe, c'est hyper douloureux. Enfin, vous avez tous eu des proches en réa, et vous voyez à quel moment c'est douloureux. Tout arraché, et là, j'ai mon premier flash d'une infirmière qui arrive et qui me dit « Monsieur, faut pas faire ça, monsieur », qui m'attrape, qui me met dans le lit, et qui me sangle. Et moi, je leur dis « Mais je veux parler à ma femme ».
Puis je leur dis plein de fois, je veux parler à ma femme. J'ai juste que deuxième flash, là, je me vois partir en arrière, mais je veux juste parler à ma femme. Et en fait, je ne comprends pas que je ne parle plus et je fais des bruits. Et première séquelle de l'accident. Alors ma femme, je vais s'imaginer qu'au moment où il l'appelle à 4h du matin, le coup de téléphone qu'elle appréhendait déjà depuis une semaine, tétanisée, elle ne peut même pas décrocher. Elle va quand même décrocher. Et puis là, il va venir en urgence, autorisé par les médecins à Corbeil-Essonnes. Et là, il va, avec mon cardio, prendre la décision de me rapatrier sur Ambroise-Paré. Et à Ambroise-Paré, en soins intensifs. Et donc là, bienvenue dans le monde du Covid. Madame, vous avez passé une semaine avec lui, mais là, vous n'avez plus le droit de le voir. Vous n'avez pas de test PCR, donc restez dehors. Et là, l'instinct animal, l'élan vital qui probablement me permet de sortir du coma, travaille parce que je me sens en hyper insécurité. Une visite d'une personne par jour avec un test PCR, enfin, je bug. Moi, j'ai horreur d'être tout seul en plus. Et donc, le lundi matin, je vais lui envoyer un WhatsApp en lui disant « Viens me chercher. Je veux pas rester ici. Je suis pas bien. » Puis elle m'a dit « Calme-toi. Sois patient, pour une fois. Et ça va prendre très longtemps. Et ce qui t'est arrivé, c'est très grave. Et ça va prendre très, très longtemps. » Et à 9h30, je lui envoie un WhatsApp en lui disant c'est bon, j'ai tous les papiers, viens me chercher, sinon j'entends taxi. Donc là, énorme coup de panique, elle vient me voir. Et parce qu'elle sait bien que je parle pas, que je suis un poisson rouge, donc elle comprend pas. Et en fait, probablement aussi que les lits en soins intensifs à ce moment-là étaient quand même sous pression. Et le cœur va bien. Donc le cardio dit le cœur va bien, tampon. Pour le reste, madame, vous prenez votre décision, quoi. Et là, je la supplie de me laisser rentrer à la maison. Et là, la force mentale, le courage d'accepter, de signer toute la décharge, et elle me ramène à la maison. Et me permettant de commencer dès le lendemain la rééducation, à apprendre à parler, apprendre à marcher, apprendre à tourner les jambes pour faire du vélo. Et je vais faire ça pendant 5 semaines. 5 semaines tous les jours, avec le même état d'esprit qui est celui qui m'a emmené dans le mur, le même état d'esprit qui va m'en faire sortir. J'avais mes KPIs et on mettait de l'énergie, puis on faisait progresser, et puis on fait le test d'effort au bout de 5 semaines, et j'ai le bon de sortie. Et donc là, je me dis, je suis vraiment indestructible, quoi. Et je vais aller à ce moment-là au bureau, voir mes collaborateurs. Donc là, vous voyez, je suis pas très gros, mais je faisais quand même 9 kilos de moins. Donc là, ils se disent quand même, là, il a pas l'air d'être bien, là. Et comme c'était le mois de juillet, je prends raisonnablement les 2 mois de vacances, obnubilé par l'ancien mois et le mois actuel. Quel est l'écart et comment je peux le réduire tous les jours, et de voir tous les jours l'écart. Et en réduisant l'écart, je me dis à un moment donné, le 15 août, puisque c'était une société cotée, les mandats, le machin, vous imaginez le truc, j'informe le conseil que je vais reprendre les mandats et que je reprendrai la boîte le 1er septembre. Donc je débarque le 1er septembre, et la blague va durer 6 semaines. 6 semaines, le temps d'être rattrapé, submergé par une immense fatigue qui va me faire plonger directement dans une dépression. Et tous les matins, la tête sous l'oreiller, en train de pleurer et ne supportant pas l'image que je devais donner de moi d'un patron qui va bien, qui a des réponses à tout, qui a toujours de l'énergie. Et en réalité, j'avais plus une goutte d'essence dans le moteur et j'étais vraiment plus capable de faire quoi que ce soit. Je vais passer 3 semaines plutôt accompagné, pas par Patrick, mais par quelqu'un du même type, qui va me faire cracher la Valda que je savais, mais que je refusais d'avouer, parce que je vivais ça comme un échec et il fallait que j'accepte que j'étais plus capable et d'annoncer au conseil, je quitte tout, je lâche, je démissionne de toutes mes responsabilités, ce que je ne suis plus capable de faire. Au passage, petit miracle, en annonçant ça, il y a des signes de la vie, il y a des clins d'œil de la vie. Là, j'en avais déjà eu un paquet. Et là, le lendemain, je rencontre Pauline, qui était rendez-vous pris de très longue date, amie d'amis, qui cherchait des mandats d'administratrice et qui était dans les médias. Et puis au bout de 10 minutes, je vois cette femme et puis je lui dis, mais plutôt qu'administratrice, t'as pas envie de faire patronne au CEO de la boîte? Elle me dit, tu sais, moi, à mon âge, on me propose plus de ce genre de choses. Et moi, je lui dis, moi, je te le propose, là, tu veux? Et elle me dit, OK. Et on tape de la main. Et 3 semaines plus tard, elle devient CEO d'Alchimie, ce qui me permet de sortir parce qu'entre-temps, vous n'avez pas le droit de le dire. C'est une information privilégiée. Donc, c'était juste un enfer de même pas pouvoir en parler dans votre entourage.
Voilà, donc je quitte toute ma société, les larmes, les émotions terribles des gens qui m'accompagnent depuis 20 ans, début décembre. Et là, vous vous dites, bon, déjà, l'histoire, elle est chargée, là, quoi. Mais en fait, non, c'est que la moitié. Donc, vous allez voir. Et début janvier, avec l'agenda vierge, etc., un ami m'envoie un email en me disant, Nicolas, cet été, on fait l'Alpe d'Huez Challenge, Laurent Jalabert est dans l'équipe, est-ce que t'en es? Donc, moi, je me dis, bon... carrément, mais j'ai plus le niveau, faut que je me réentraîne, allez, faut t'y remettre là, parce que sinon tu vas passer pour un tocard. Donc je vais à Longchamp, mardi matin, il pleuviote, c'est nul à chier, il faisait froid, 3 vieux qui tombent devant moi, je tape dedans, je fais un soleil et je me casse les 2 poignets. Les pompiers appellent ma femme, je vous laisse imaginer. Et derrière, opérer des poignets et pas de bras pendant 2 semaines. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça, mais il n'y a rien de plus humiliant de ne pas avoir de bras. Vous pouvez rien faire. L'exercice, vous-même pour votre couple, enfin jamais vous avez imaginé votre femme lui demandant de venir tirer la chasse d'eau, quoi. Enfin, vous voyez le truc. Et donc je passe. Et donc là, je suis vraiment au fond du trou. Et puis comme le message n'était pas bien clair et que là les signes de la vie étaient quand même assez présents, mais j'avais pas encore bien compris qu'il fallait changer les choses, le 1er avril, elle m'emmène faire du ski, parce que je rêve de faire du ski, j'avais encore mes attelles, et puis à la fin de la première journée, sur une piste verte, très calme, je prends aucun risque, mon ski qui tape dans un caillou, soleil, épaule gauche et main droite cassée. Donc comme ça. Donc là je me suis dit, bon... Là il faut peut-être commencer à écouter, il y a des signaux. Et en fait, je prends conscience que le cœur va mieux, mais en fait, 53 minutes de non-irrigation du cerveau, le cerveau a un pet, et un sérieux pet. Mais je ne veux pas le voir. Et donc, je vais aux Invalides, enfin, on en parlait juste avant, à l'institution Mémoire, qui gère, donc je suis toujours suivi là-bas en gérontologie. Donc ils font des tests d'Alzheimer et je fais le test MMS et puis donc un test de débile, quoi. Et je fais mon truc et puis bon, quand est-ce qu'on attaque les choses sérieuses? Et là elle me dit, mais monsieur, c'est sérieux là, vous avez 26 sur 30. Et alors là, le fait d'objectiver, de me mettre un autre sur un truc où je voyais pas où j'avais pu faire une erreur, me dit là il y a un problème, quoi. Et donc je lui dis ok, je me livre à vous, je vous suis, vous m'accompagnez. Et donc là aujourd'hui j'y suis toujours, je fais toujours 2 séances d'orthophoniste, de neuropsy, etc. par semaine, et vous me voyez en pleine forme, il me dit c'est un entrepreneur, il a la pêche pour pouvoir faire. Et ben en fait je suis comme pas mal de millions de Français avec ce qui s'appelle des handicaps invisibles. Vous voyez plus, j'ai perdu l'anglais, je suis hyper fatigable, je viens pour cette conférence mais j'irai dormir après, et je vous donne toute mon énergie là pour le moment. Et donc en fait votre vie est plus la même. Et en fait tout ça m'a donné plein d'enseignements. Et surtout de me dire que en fait j'ai eu la chance de vivre tout ça, parce qu'aujourd'hui c'est pas une deuxième vie, c'est pas la résilience et tous les machins, rebonds et les trucs de LinkedIn là, c'est ma vie, et sauf que maintenant je la vis vraiment et je suis dans ma vie, et ça je l'ai appris à travers un certain nombre d'enseignements que je voulais partager avec vous. Alors le premier enseignement, c'est la notion de deuil, c'est la courbe du deuil. La courbe du deuil, il y a un modèle, c'est celui de Kübler-Ross, qui est une thérapeute helvète, qui n'est pas hyper prouvée scientifiquement, mais qui résume bien et je trouve qui est vachement intéressant. Et c'est les 5 phases du deuil. La première phase, c'est le déni. Alors moi, je l'ai faite, nickel. Mais en fait, le choc émotionnel, il est tellement fort que vous n'avez pas envie de voir. Et voyez pas le deuil juste dans le décès d'un proche ou dans un accident comme le mien. Voyez le deuil qu'à un moment donné, faire le deuil de votre ancien job, de votre ancien conjoint. Tout le monde a des deuils à faire à un moment donné. Et puis le deuil, ensuite, après, vous passez par la phase scolaire. Alors moi, je n'avais pas de colère vis-à-vis des autres, j'avais une énorme colère vis-à-vis de moi, une énorme culpabilité en réalisant ce que j'avais fait subir à toute ma famille, et surtout en ayant écrit un livre où j'étais hyper tourné vers l'énergie et très attentif aux signaux faibles. Et ça, je l'avais très mal vécu, il a fallu l'évacuer. Puis après, vous avez une 3e phase, que j'ai faite aussi, bien évidemment, qui est la phase du marchandage. Et alors la négociation avec soi-même, c'est la meilleure. Parce que vous êtes toujours d'accord, et vous signez très facilement en bas à droite. Donc j'ai changé l'organisation, j'ai dit ça va bien se passer, on a fait monter deux talents DGA, etc. Bon, ça a tenu 6 semaines pour eux. Mais en fait, le marchandage, ça ne marche pas parce que vous reconstruisez une réalité parallèle
Et à un moment donné, la vérité, le réel vous rattrape. Et c'est ce qui m'a fait plonger dans la dépression. Et la dépression, faut savoir en sortir et c'est vous arriver vers l'acceptation. Et tant que vous n'avez pas accepté, et c'est pas un joli mot, l'accepter, c'est pas un concept, là c'est vraiment le réel, vous ne pouvez pas accoucher d'autre chose, vous ne pouvez pas sortir d'autre chose. Et moi, j'ai pas un deuil à faire. En réalité, dans des accidents de vie, vous avez des deuils à faire. J'ai le deuil de ma boîte, j'ai le deuil de mes salariés, j'ai le deuil de mon image sociale, j'ai le deuil de mon train de vie, j'ai le deuil des projets qu'on avait imaginés avec ma femme et qu'on n'aura pas, parce que le train de vie, machin, etc. Donc tout ça a volé un peu en éclats et ça prend du temps à accepter. Et alors, moi, j'ai la chance d'avoir vécu tout ça très rapidement et sans doute bien accompagné avec une famille et des gens. Mais à l'occasion de ces conférences, j'ai croisé des gens, notamment je pense un qui est dans la colère, et ça fait 9 ans qu'il est dans la colère. Tant qu'il n'aura pas avancé, il ne peut pas passer à autre chose. Ça va être terrible. Le deuxième point, c'est en fait les signaux faibles. Il y a un paquet de signaux faibles. Alors, on parlait de la vie qui vous parle, mais les signaux faibles, vous voulez les voir ou pas les voir. Alors, en vieillissant, ce que j'appelais la santé, c'est qu'on commence à avoir des petits bobos au dos, etc. Et donc, le corps vous parle. D'ailleurs, le corps, il parle tellement que le français parle pour vous. Le poids niais. Je vais casser le poids niais. Donc, je refusais de le voir. Quand vous êtes des problèmes relationnels avec les autres, vous avez mal au nous. Enfin, c'est intéressant quand même de réfléchir comme ça. Et en fait, ces signaux, moi j'en avais. J'avais le mardi, j'ai fait un entraînement sur mon vélo et puis j'ai eu mal au cœur. Et j'ai informé mon coach, je le fais pas. Au bout d'un quart d'heure, j'étais pas bien, etc. Donc, ma femme m'a dit test Covid. Tout était test Covid. Puis finalement, fin de semaine, ça allait mieux et pas de panique. Et puis le mercredi, pas très loin d'ici d'ailleurs, juste plus loin. J'étais en scoot et j'ai eu un accident de scooter. Il y a la voiture qui était devant moi, s'arrête, tout sur le téléphone portable, normal, et je m'écrase dans la bagnole qui est devant. Et là, le souvenir que j'en ai en rediscutant, celui reconstitué avec mon assistante, c'est que je l'appelle en lui disant tiens, il y a le scooter qui est là, tu vois, avec le monsieur, et rien à foutre. Et je suis parti et je suis rentré chez moi à pied, on l'a laissé en gérer le truc. Pas très bien le garçon, mais quand même un paquet de signaux. Maintenant, les signaux faibles, on en fait quoi? Parce qu'en fait, interpréter les signaux faibles, c'est bien, mais il y a un changement à faire, il y a une décision. Et le coût au changement, quand vous avez l'humilité, il est énorme. J'ai croisé des gens qui ont été capables de dire je change de vie et du jour au lendemain de changer de vie. Mais quand vous avez une femme, des enfants, etc., le coût au changement, il est démentiel. Ça veut dire quoi dans sa propre gouvernance? Mais même dans la gouvernance de l'entreprise, 15 jours avant, j'avais un board. Donc je suis allé voir, retourner post-trauma, voir voilà, trou de mémoire, ça va revenir, je vous regarde, et puis ça va revenir. L'administrateur indépendant que j'avais nommé en lui demandant, mais 15 jours avant, t'as pas vu que j'étais cramé? Enfin, et puis il me dit, mais si, on a vu que tu étais un peu fatigué, mais tu as toujours été en train de proposer les problèmes avec les solutions, avec l'énergie. Je me suis dit, là, il est bien dedans, il a mis sa cape de Batman, et puis il est reparti pour un tour. Donc même en gouvernance de boîte, il y a un vrai sujet. Le capital santé, je crois qu'on en parlait juste avant en termes de capital. La destruction de valeur, vous pouvez la voir dans mon cours de bourse, elle est géniale, quoi. Donc, c'est quoi le rôle de la gouvernance à ce moment-là? Enfin, moi, je ne serais pas choqué qu'aujourd'hui, passé 40 ans, un dirigeant d'une boîte cotée ou n'importe quel dirigeant, c'est le SIEM tous les ans pour un check-up complet et pour savoir où on est. Et ce n'est pas une option, c'est juste obligatoire. Ça devrait être réclamé par les entreprises. Et au passage, ça devrait être dans les rapports annuels. Quand on met de l'argent dans des boîtes, elle en est où la valeur? Oui, je suis désolé, mais de Marjorie, quand il s'en va, c'est un problème, quoi. Donc, et pour des boîtes plus petites, c'est encore pire. Parce que quand vous faites 40 millions de chiffre d'affaires comme moi, vous êtes un peu l'alpha et l'oméga et la destruction est totale. Il n'y a pas d'inertie dans la boîte. Et puis après, le troisième enseignement, c'est la notion de contrôle. En fait, on est formé à tout contrôler, on est à voir des plans, etc. Et puis, à un moment donné, en plus, dans sa carrière, on les exécute. Donc, on est archi convaincu qu'on est bon, quoi, et qu'on déroule tout ça avec un certain talent et une certaine justesse. La réalité, c'est qu'on contrôle rien. Enfin, moi, j'ai pas contrôlé
l'essentiel, c'est-à-dire ma vie. Je n'ai pas contrôlé les anges qui sont venus sur la route venir me chercher, mon temps dans le coma, ma convalescence, l'élan vital qui m'a permis de m'en sortir, etc. Je suis juste bon à contrôler, à surfer sur la vague et à contrôler les événements. Et dedans, il y a une anecdote. Est-ce que vous avez lu Le Mage du Kremlin, bouquin un peu à la mode là-dessus? Alors, à un moment donné, il y a Baranov, le grand-père, qui parle à son petit-fils et qui lui dit, tu sais, quand il t'arrive des événements graves dans la vie, tu sais pas s'ils sont positifs ou ils sont négatifs. Alors moi, quand j'étais jeune, à un moment donné, j'étais avec mon régiment et puis on fait un entraînement, je monte en haut d'une échelle, je tombe, je me casse le bassin. Donc là, il n'y avait pas la sécu, il se retrouve dans son caisson au dernier étage à se défoncer la gueule à coups de vodka parce qu'il n'est plus rien, il ne représente plus rien, alors que tous ses potes de régiment vont faire les beaux dans les balles de Moscou à charmer les jolies jeunes filles. Et puis les nazis déclarent la guerre aux soviétiques, ils sont tous mobilisés, ils montent au front, ils y passent tous. C'est le seul survivant. Et de dire à son petit-fils, tu vois, tu contrôles rien, tu ne sais pas si c'est positif ou c'est négatif. Le seul truc que tu contrôles, c'est l'état d'esprit avec lequel tu interprètes les événements. S'il est positif, tu peux prendre en main ta vie. S'il est négatif, tu es bon à tirer les mouches avec un canon. Moi, ça m'a terriblement parlé, cette phrase, parce qu'elle m'a aidé à reconstruire. Et en fait, si je suis là aujourd'hui à pouvoir témoigner, c'est l'état d'esprit qui fait qu'on interprète un accident comme ça, ou que je vous dirais, j'ai la chance d'avoir l'accident, mais qu'est-ce qu'on en fait et comment il nous aide à grandir. Et puis, le dernier, je ne sais même plus combien j'ai de temps, là. Presque déjà à la fin, 24 minutes. Et le dernier point, il y en a plein d'autres, mais un autre point que je voulais témoigner, c'est la mort. La mort, c'est un sujet qu'on occulte, qu'on sort de tous nos sujets de conversation. Nos vieux, on les met dans des maisons, on les écarte. Et comme on est performant, on est anti-mort, parce qu'on est dans on est de... La réalité, c'est que la mort, on va tous mourir. Donc la vie est tragique, mais à la fin, on va tous mourir et on le sait. Et cette mort, elle est, une fois que vous en avez fait l'expérience, et que ce n'est pas un concept, mais que vous êtes dedans, vous voyez que l'expérience du lit de mort, c'est la finalité, c'est au bout. Et si je vous propose un petit exercice, vous allez mourir dans 3 minutes, vous êtes allongé sur un lit, c'est la fin de votre vie, vous le savez. Qu'est-ce que vous voulez ressentir ? Et vous pouvez vous le dire en un mot. Et maintenant, vous êtes mort. Les gens qui vous survivent, vos amis, votre famille, etc., qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent de vous et qu'ils pensent de vous? Vous pouvez le dire en un mot. Quand vous avez trouvé ce mot, c'est la finalité de votre vie, parce que moi, quand je suis sorti de la mort, j'ai pensé qu'à ça. Et quand vous avez ça en bout, la hiérarchie de toutes les décisions qui sont à prendre, elles deviennent évidentes. Vous n'avez plus envie de vous emmerder avec des gens. Vous n'avez plus envie de... tout devient plus simple. Tout devient plus simple, parce qu'à la fin, il n'y a que ça. Et ça, on se le dit, avec un bon petit verre de vin rouge, avec des potes le samedi soir. On en est conscient. Mais le lundi matin, on y retourne au turbin. Moi, je l'ai dans ma chair aujourd'hui. Je ne peux pas passer outre ça. Voilà, donc je vous invite là-dessus. Et le dernier, pour finir, en petit mot de conclusion, tu me laisseras revenir sur le cerveau et le cœur. Manager, on est formé au cerveau. Tout est une sélection de cerveau. C'est analytique, on déroule, etc. Et quelqu'un qui est bon, en général, les mecs qui sont brillants intellectuellement, etc. On a notre principale capitalisation du CAC 40, qui a un cerveau hyper brillant, etc. Mais moi, j'ai découvert un truc, c'est qu'en fait, du cerveau et le cœur, il y en a un qui est plus performant que l'autre, qui est plus fort que l'autre. Parce qu'il y en a un qui peut vivre sans l'autre. Et le cœur, il a une puissance, du coup, qu'on occulte. Et en fait, le fait de revenir et de travailler sur le cœur en laissant toute sa place au cœur, faire confiance à ses intuitions, faire confiance à ses envies, faire confiance à sa performance, c'est extrêmement fort. Faire confiance dans les relations. Et en témoignant aujourd'hui, moi je parle avec le cœur parce que je témoigne, je vous livre tout ça et j'ai pas plus d'intérêt que ça. Et je vois que les jeunes, notamment quand je témoigne dans des lycées, quand on vous dit qu'ils cherchent du sens.
Mais personne cherche du sens, ça veut rien dire le sens. En fait, vous cherchez du cœur, vous cherchez de l'humanité, vous cherchez de rentrer dans l'autre. Aller au bout de la planète, c'est très beau, mais avoir une belle rencontre à côté, c'est encore plus beau. Et ça se fait avec le cœur. Et donc, quelle place on laisse au cœur dans le management d'entreprise? Et moi, aujourd'hui, je ne suis pas encore capable de témoigner, mais je suis archi convaincu qu'en ayant un véritable équilibre entre le cœur et le cerveau et en laissant toute sa place dans son management avec le cœur, on peut faire des choses très très grandes. Et j'ai écouté, si vous voulez, le podcast pas plus tard qu'hier de Fabien Galtier, interviewé par comment Fabien pareil, trou de mémoire, ça va revenir. Charles Pépin. Et vous réalisez à quel point il est là avec le cœur, et vous réalisez à quel point il est en train de, cette équipe, elle est là avec le cœur. Et s'il y a une équipe qui peut faire championne du monde, c'est qu'elle est là, elle est là avec le cœur. Et la performance découle juste de ça. Et donc en fait aujourd'hui, le livre, moi je change rien. C'est un livre qui la méthode est la bonne, etc. Peut-être écrite avec une notion de performance. Le deuxième maintenant, c'est finalement toute cette énergie au service de quoi on la met. La performance, c'est sans doute une phase d'âge. Je regrette rien. Tout ce que la vie m'a offert, elle me permet d'être là aujourd'hui et c'est très bien. Mais maintenant, vers quoi on la met, et la cœur, il y a toute sa place. Merci Nicolas. Qui a une question pour Nicolas? Ah, je vais essayer. Tiens, je te le passe, c'est trop délicat. Ça marche. Merci Nicolas, c'est hyper intéressant comme intervention. Ma question est sur le lean more, donc j'ai bien compris tous les sujets que ça a appelé. Moi, j'ai un sujet sur le rapport à la... J'ai entendu le rapport à la famille, j'ai entendu le rapport à l'entreprise. Moi, est-ce qu'il y a un rapport à la religion? Inévitablement. Quand on essaye de comprendre ce qui m'est arrivé, c'est un enchaînement de choses complètement irrationnelles les unes derrière les autres. Donc au bout d'un moment, essayer de mettre tout ça en équation, ça marche pas. Ça fait que des trucs loufoques et par défaut, à un moment donné, on appelle ça un miracle. Et le miracle, c'est forcément quelque chose de transcendantal. Donc ça ouvre la porte effectivement vers quelque chose qui est plus fort. Et oui, moi j'étais déjà sensible sur le sujet. Aujourd'hui, je le dis avec une énorme simplicité et des larmes aux yeux parce que ça me prend au cœur. Moi, je n'ai pas besoin d'être croyant, je n'ai pas besoin de croire. Je sais. Voilà. Et donc, c'est difficile à intégrer, peut-être c'est difficile à entendre, mais sauf que je ne suis pas taré. Hein, et si quelqu'un est capable de m'expliquer très analytiquement ce qui m'est arrivé, j'écoute avec grande attention, parce que j'ai surtout pas envie que ça m'arrive. Mais pour le moment, on n'y est pas. Donc c'est une quête, oui, et c'est une porte ouverte. On pourra en parler pendant 1h30, ou 2 heures, ou même plus qu'une soirée. Mais c'est une porte vers un nouveau chemin et qui est au centre de ma vie désormais, quoi. Y a-t-il une autre question? Oui. Ah ah. Oui. Merci. Bonjour. Je voulais savoir, comme tu parlais de faire les choses avec le cœur, est-ce que tu penses, sans, entre guillemets, regret ou de revenir en arrière et faire des « et si », si tu avais choisi tes collaborateurs un peu plus avec le cœur, tu aurais pu un peu moins t'essouffler dans la vie? Alors, justement, dans le livre, tu vas voir, moi, je choisissais beaucoup les gens sur leur énergie. Parce que s'ils ont de l'énergie, c'est des energizers, ils donnent de l'énergie, on construit un groupe. Alors, ce n'était pas une notion de cœur, mais c'est une notion d'énergie, c'est un peu synonyme. Donc, là-dessus, je n'ai pas de regret. Je pense que j'ai les bonnes personnes. Sauf que quand tu es dans la performance, c'est toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus loin, toujours plus. Et moi, j'étais passionné d'ailleurs, et c'est pour ça que j'avais l'énergie, par les gens qui sont complets. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise, un mari aimant, un père présent, j'étais chez Croissance Plus engagé dans les sujets de la CT, et dans le sport. Un mec qui fait 2 milliards mais qui n'a pas de vie perso, pour moi, il est en échec. Donc, j'avais déjà cette conception. Mais toujours plus haut, toujours plus fort, c'est pas un objectif. C'est pas un objectif. Et d'autant plus que quand on vieillit, ton corps, il te le dit à un moment donné, et on se calme là, parce que je suis pas les nuits à 6-7 heures, etc. On arrête là à un moment donné. Et donc,
s'il y a des regrets, c'est pas des regrets dans l'équipe et dans le cœur de l'équipe. C'est un peu la culpabilité que j'avais de me dire, il y avait des signaux qui disaient ralenti et de ne pas avoir été capable de les voir, alors que je les avais écrits en disant attention, c'est des signes un peu de burn-out. Mais sauf qu'on est en conflit d'intérêt avec soi-même, quoi. Voilà. Alors c'est pas des regrets parce que la vie est comme ça et c'est un fait et maintenant on va faire d'autres choses. Enfin, voilà. Nouvelle question. Oui, bonjour Nicolas Manuel. Est-ce que tu as fait un travail sur toi pour comprendre pourquoi, parce que visiblement, tu étais dans la compétition, ou en tout cas dans le challenge, et si à l'issue de ce travail, si tu l'as fait, de comprendre pourquoi tu en étais là, est-ce que ça a modifié ton rapport avec tes enfants? Alors, il y a deux parties à la question. Ma blessure, c'est mon père qui est parti. C'est mon père qui est parti. J'avais... Tu vois, c'est encore chaud. Et en fait, tu fais toujours plus haut, toujours plus fort pour attirer son attention. Il n'a jamais donné son attention. Tu fais ton intro en bourse, même à la fin, même pas réagir, rien à foutre. Et en fait, l'accident, il est revenu. Et comme si il n'y avait pas eu 30 ans où je n'ai pas parlé à mon père. C'est fou, mais bon. Et donc, en fait, on fonctionne tous avec nos blessures, et c'est la blessure qui m'a emmené à faire les choses de cette logique-là. Et la vie me dit, on s'arrête, et puis ce que tu as voulu aller chercher, je te le mène. Et maintenant, passe à toi-même, et rentre dans ta vie, et accompagne-toi dans ta vie. Et c'est la première fois qu'on me la pose, et donc tu vois, je suis pas habitué à la répondre. Désolé. Mais je te la livre, elle était ta question est sincère, je te livre ma réponse. Et mes enfants, en fait, mécaniquement, je pense que tu casses un truc, tu casses la lignée. Et mes 3 garçons, j'ai l'impression d'avoir... c'était des garçons responsables, qui bossaient, etc. Mais de l'avoir libéré de mon papa, ce héros, tout ce qu'il fait, tout ce qui réussit, tout ce qui est beau, est-ce que je serais capable de faire comme mon papa ? Voilà, papa, il est cassé, il est à côté, il est devenu coach, il n'est plus le héros devant en train d'emmener toute la troupe, il est à côté. Donc on a changé de posture, on a changé d'accompagnement. Je pense qu'ils étaient bons à l'école, ils sont devenus brillants. Je pense ils ont compris aussi que la vie pouvait s'arrêter et qu'il fallait qu'ils soient responsables totalement parce que si ça s'arrête, ils n'ont plus qu'à sur eux pour compter. C'est différent pour ma fille, elle a que 12 ans, elle avait 10 ans, et elle a une sensibilité. Quand je revenais les poignets pétés, les garçons, t'as les poignets pétés, mais ta fille, elle voit bien que tu souffres et que t'as mal, et tout ce que ça veut dire, donc il y a une interprétation qui est plus subtile. Et puis elle était plus jeune, donc il y a des choses à construire. Je pense que eux, les garçons, en tireront beaucoup de choses positives. Enfin, j'ose espérer. Et peut-être c'est l'opportunité de ne pas tomber dans le vice malheureusement de certains pères qui veulent toujours jamais rien lâcher, être compétitifs jusqu'au bout et jamais laisser de place à leurs enfants parce qu'ils font encore la compète avec leurs gamins quand ils ont 50 balais. La vie est décidée autrement, donc j'aurais pu tomber là-dedans, mais c'est fini là. Alors, 2 dernières questions. Une, Michael. Oui, Nicolas, merci pour le témoignage et cette histoire édifiante, je pense, pour nous tous. Je pense qu'on a compris qu'il y avait maintenant la prééminence du cœur par rapport au cerveau, par rapport à la performance. Mais par curiosité, j'aimerais savoir, après avoir traversé tout ça, toutes ces expériences extrêmes, 4 enfants, une société en bourse, du sport à très haut niveau, etc., comment aujourd'hui tu remplis ta vie au jour le jour? Avec quoi? Quelle satisfaction? Par quoi tu as remplacé toute cette profusion d'activités, d'énergie, etc. Alors, ça se remplit un peu... D'abord, je fais plus de plans. Demain, je ne sais pas ce que c'est. On n'a pas parlé du temps, de la relation au temps, de la frise du temps et qu'est-ce qui est au bout. Je suis plus dans la course. J'ai été un peu éjecté de la course, donc je suis plus là-dedans. Donc j'accueille. Je fais énormément attention aux rencontres que j'ai. Patrick disait tout ça, c'est des signes. Je cherche les signes un peu là-dedans.
l'agenda se remplit au fur et à mesure. Bon, d'abord, genre de conf, quand on me sollicite, j'y vais. Je vais dans des lycées, je vais dans des entreprises. Je parle des entrepreneurs, je ne parle pas qu'à des entrepreneurs. Ça me permet d'aller voir des gens très différents que je ne voyais pas avant. Donc ça j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Et puis le témoignage aidant, j'étais pas vraiment ouvert à le faire. Et puis c'est une copine qui m'a poussé avec une conférence. J'ai vu une femme qui était en outplacement, qui s'était fait virer et qui a témoigné que son mari, elle avait été accompagnante, son mari était handicapé à 98%. C'était sa vie, mais sa coach d'outplacement ne le savait pas, quoi. Et de l'aider à en verbaliser, tout ça, ça m'a beaucoup aidé. Et puis, donc là, j'aime aussi encore le monde de l'entreprise et de réfléchir, parce que c'est un truc qui m'a toujours passionné, donc j'ai des copains à droite et à gauche. Où est-ce que tout ça m'emmène? J'en sais rien. Aujourd'hui, je ne suis pas capable de travailler 5 jours, 8 heures par jour, donc il faut l'accepter. Peut-être que dans un an, je serai capable, peut-être pas, j'en sais rien. Donc, il faut avoir laissé cet exercice de laisser les échéances. Aux invalides, ils m'ont dit, il n'y a pas d'échéance. C'est parce que si vous mettez une échéance, vous allez vous mettre dans une seringue et en vous approchant de l'échéance, elle va se reculer. Donc, pour que le cerveau soit complètement libre et de se régénérer, il faut avancer sans échéance. Donc j'avance un peu, j'avance à tâtons et au gré des rencontres, et j'apprends aussi à travers les rencontres à me dire ça me fait plaisir, ça me parle, ça me fait pas plaisir, ça me parle pas. Avant c'était est-ce que ça sert le projet? Est-ce que cette personne me sert mon projet? J'étais faire une conférence dans une école, il y avait 35 maîtresses. Ça m'a terriblement parlé, je trouvais ça incroyable. Tu vois. Donc j'avance comme ça, et c'est encore trop tôt, et c'est pour ça que le deuxième livre, il est en gestation, il n'est pas écrit, parce que l'histoire, elle n'est pas finie, et il faut voir jusqu'où elle m'emmène. Dernière question. Merci pour tout. Je t'avais dit que c'était 1 heure et pas une demi-heure. C'est pas vraiment une question. C'était plus pour réagir quand tu disais j'aimerais bien que quelqu'un puisse m'expliquer pour pas me retrouver dans cette situation. Je peux pas t'expliquer, mais par contre, je peux t'aider à que d'une façon ça ne réarrive pas, ou alors en tout cas que ça ne réarrive pas à tes enfants. En fait, si tu pars du principe que du coup, ce que tu as totalement compris, c'est que l'événement il est neutre, c'est l'histoire qu'on se raconte. Du coup, ce qui est important, c'est la leçon qu'on en tire. Et du coup, tu peux tirer les leçons sans vivre l'expérience. Et ça, je t'invite à regarder les constellations familiales. Et en fait, ça permet de nettoyer des lignées de traumas, des choses qui nous arrivent sans forcément que ça soit notre choix. Et voilà, de protéger tes enfants avant même qu'ils aient besoin de vivre des traumatismes comme ça. Je suis d'accord, et j'ai un pied dans la médecine moderne parce que elle fait des choses quand même bien sur le cœur, et puis un pied à côté. Patrick ou Brice à côté savent que je vois plein d'autres gens, et là je peux te faire un guide du routard de plein de trucs de Paris parce que j'ai vraiment passé ça. Et effectivement, le nettoyage des généalogies, etc. Constellation familiale, c'est vraiment, tout le monde devrait le faire, quoi. Voilà. Ça me parle. Merci beaucoup, Nicolas. Merci. Alors, j'ai le cœur qui bat. S'il y en a que ça intéresse, j'en ai ramené. Je sais qu'il y en a plein qui les avaient là, mais j'en ai. Et puis on pourra prendre un verre après ensemble. Et de toute façon, nous, il faudra qu'on te réinvite une 3e fois parce qu'on veut connaître la suite de cette histoire. Merci encore.